Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. toujours en bonne forme, donc toujours en live, hein, c'est la maxime du jour pour commencer chacun de nos lives. Écoute, je viens de faire 2 heures de marche. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc, T'as, en pleine t'as, forme. t'as fait du sport, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourtant il fait beau, ils avaient annoncé de la pluie, alors essaye de pas trop changer parce que moi j'y tiens à ce soleil, même si on est en confinement et en Il faut télétravail. bouger quand même. On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus, quoi. Voilà. Bon, aujourd'hui, on a une invitée. Ça fait plaisir de voir aussi des femmes dans nos métiers et on n'en voit pas assez. On sait, hein, on le redit, on se le répète très souvent. Il faut qu'on les montre beaucoup plus. Il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on les félicite. Et on va faire tout de suite connaissance avec une digne représentante de ce métier dans une toute autre région que la nôtre. Exactement. Et c'est une des 2 raisons pour lesquelles je suis très contente d'avoir Anaïs Beau aujourd'hui, cofondatrice et directrice artistique de Ma Régie. Parce que, premièrement, c'est une Genevoise à Berne, sur le canton de Berne, comme moi. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais ça me fait très plaisir. Et puis aussi, ça me fait plaisir parce que c'est une jeune femme qui a osé créer une agence de publicité, agence full service. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, mais qu'est-ce qui t'a pris? Alors ça, je pense que c'est une bonne question. Donc déjà, bonjour à vous deux. C'est un grand plaisir de vous rejoindre parce que je regarde vos lives quasiment tous les jours. Donc ça me fait vraiment plaisir. Quelle idée? Je pense que c'est une idée assez folle. Je pourrais pas la justifier réellement parce que si j'avais vu tous les tenants et les aboutissants, je ne sais pas si je me serais lancée comme je l'ai fait. En fait, j'ai créé une agence de communication parce que je me suis rendu compte en tant que key account manager pour un journal que beaucoup d'annonceurs réservaient des espaces publicitaires et nous envoyaient des documents Word absolument inefficaces. Donc, je trouvais ça extrêmement dommage de ne pas mettre en valeur leur marque. Et en fait, les clients, gentiment, ont commencé à nous demander si on savait pas faire de la création, c'est un petit peu de graphisme, et tiens, est-ce qu'un site internet, t'aurais pas une idée de com qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'idée est arrivée, et en fait, c'est un petit peu sans le vouloir réellement qu'on a créé une agence qu'on a appelée Ma Régie, et qui va avoir 5 ans maintenant. Donc, c'est Mais un petit peu le destin Bienne, qui m'a mis. pourquoi à Bienne? Parce que là, déjà, créer une agence, c'est très courageux et bravo, mais à Merci. Bienne. Parce que tu connais le truc, le monde de la com, en principe, c'est surtout sur l'arc lémanique. C'est pas une vérité parce qu'il y a quand même des agences ailleurs. Donc bravo. Pourquoi Bienne? Alors, l'arc lémanique, je dois avouer que je le connais très très bien puisque je suis originaire de Genève. Ça fait en fait que 4 ans que je suis maintenant à Berne. Et je me suis rendu compte de 2 choses. La première, c'est qu'il y avait effectivement énormément de concurrence sur l'arc lémanique. Donc, sur place, ça n'aurait pas été forcément possible. Et puis, la deuxième chose, ça a été simplement parce que mon associé était de Lausanne, moi de Delémont à ce moment-là. Et on est arrivé complètement par hasard sur Bienne. Et comme je ne crois pas au hasard, mais plutôt au destin, on s'est installé à Bienne. Et on a décidé d'être pratiquement la seule agence 100% francophone de Bienne. Puisqu'il ne faut pas oublier, on est 42% de francophones à Bienne et qu'il y a très peu d'agences qui peuvent traiter en français. Alors, elles sont excellentes pour faire de la communication en allemand qui ensuite, elles vont traduire en français. Et nous, on fait le contraire. Donc, on apporte un petit peu cette touche funky, entre guillemets, qui est relative au roman où on est un petit peu moins carré par rapport au suisse alémanique. Alors, évidemment, c'est des stéréotypes. Mais il faut dire qu'on a quand même pas mal de clientèle qui est sur Bienne. Et puis après, on avait aussi un réseau qui était intéressant, qui était partout sur Suisse romande. Donc Bienne nous semblait super intéressant parce qu'on est loin de quasiment rien. On a aussi des clients qui sont à Zurich, on a des clients à Berne. À la rigueur, le plus loin maintenant, ce serait presque Genève. Donc heureusement, j'ai encore ma famille qui est là-bas, donc j'y retourne. Mais c'est vraiment un point hyper central en Suisse. Vous mettez deux Valaisans, enfin une Valaisanne et un Valaisan dans un live, et hop, on attire les Valaisans. On salue Thierry Très bien. Mottier qui nous fait coucou du Valais, l'agence Mais oui, on O.0, sait qu'il y voilà. a plein de choses hors de l'arc lémanique. On le sait et c'est très très bien. Mais c'est voilà. Mais Bienne, effectivement, parce qu'il y a un autre positionnement qui est très original, c'est que vous ne travaillez pas du tout pour l'horlogerie, alors qu'on peut imaginer qu'à Bienne, on a souvent des. Mm. Enfin, le premier axe, c'est l'horlogerie. En fait, je crois que on a fait absolument tout à l'envers. Effectivement, on s'est mis à Bienne et quand on est arrivé ici, on s'est dit tout de suite, on va pas aller se battre pour les marchés horlogers. Alors, je vais pas le cacher non plus. Hein. Si on a une marque horlogère qui vient nous voir avec un budget, on va sûrement pas la refuser. Mais c'est vrai que sur le principe, on s'est dit que ce serait plus intéressant déjà de travailler avec des clients qui nous laissent carte blanche. Ce
qui n'est pas forcément le cas dans l'horlogerie, on le sait. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'agences qui font très, très bien leur métier, qui s'occupent très bien de l'horlogerie. Et puis, nous, si on peut apporter notre côté très humain à d'autres sociétés, faisons-le. Au lieu d'aller se mettre en compétition avec d'autres agences, on fait notre trou de notre côté. Et puis, qui même nous suivent, en fait. C'est un petit peu l'idée. Vienne est une ville très, très jeune. Franchement, quand on va à Vienne, c'est hallucinant. J'ai jamais vu autant de jeunes en Suisse dans une ville. C'est vraiment waouh. Est-ce que vous êtes dans la trentaine dans ton agence? J'étais venue quand vous aviez fait votre petit happening et c'était très sympa. Disons, les relations que vous avez avec les marques, ça vient aussi vous avez réussi à avoir des liens avec des responsables marketing de tous les âges, ou c'est le fait d'être jeune, ça a été perçu comme quoi, comme un plus, ou c'est parce qu'il y a cet écosystème qui est très très jeune qui fait que on fait confiance à des jeunes agences? Alors, je pense que effectivement, Bienne est bourré de créatifs. Il y a énormément d'autodidactes. C'est à tomber par terre. On a des graffeurs, on a des monteurs, on a des gens qui sortent des marques d'habits, mais des flopés. Et donc, en tout cas, comme univers, comme écosystème, en tant que créatif, c'est absolument génial de vivre dans cette vie. Il y a beaucoup d'happenings, beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Après, ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est vrai que comme on est une agence qui est très jeune par notre moyenne d'âge, mais aussi que ça fait que 5 ans qu'on est sur le marché, de temps en temps, on a pu perdre un petit peu des concours d'agence, ou en tout cas des présentations, en nous disant, voilà, vous manquez d'expérience. Et puis comme on est très cash en plus, on dit tout de suite que c'est des choses qu'on n'a jamais fait, mais il faut simplement nous laisser la chance de proposer un projet. Et souvent, quand on nous laisse la chance de nous rencontrer et de proposer un projet, s'il y a un feeling qui passe, à ce moment-là, on va pouvoir travailler ensemble. Mais c'est un avantage comme un inconvénient, effectivement, sur certains responsables marketing. Ouais, on est trop jeune, on est un peu trop décalé. De base, on va jamais répondre, par exemple, à un appel d'offres où on peut pas rencontrer la personne. C'est vraiment quelque chose qu'on se refuse. Alors, ça nous a fait louper certaines opportunités parce que les process sont faits d'une certaine manière. Mais moi, je me vois pas faire une communication sans avoir une personne, sans avoir pu visiter l'entreprise, sans avoir pu rencontrer les collaborateurs. Je serais incapable d'être créative correctement pour ce type de client. Donc, on laisse effectivement des pitchs non facturés, enfin non payés. Non. Que ça, c'est souvent, voilà, ça c'est bien. Non, ça c'est un message que j'aimerais qu'il passe partout. Juste dites non. Ça. Non. On livrerait notre créativité. Tout le monde sera payé. Voilà, on livrerait notre créativité. En fait, on baisse le marché, on baisse la valeur de nos idées, on baisse la valeur de notre travail carrément. Si on fait des pitchs non rémunérés, c'est pas possible. En tout cas, nous, on peut même pas se le permettre. C'est même pas une question qu'on se pose, c'est que de faire travailler l'équipe une semaine pour faire vraiment une belle présentation, on n'a pas les moyens. Malheureusement, on l'a fait au tout début. Vraiment au tout début, quand on était outsider à fond et on connaissait même pas vraiment le monde des concours d'agence. Et puis on s'est vite rendu compte qu'il valait mieux travailler un petit peu notre personal branding et puis aller simplement à la rencontre des marques pour pouvoir ensuite justifier que nos propositions, elles sont payantes. Le choix du full service est aussi assez étonnant parce que c'est très exigeant. Ça demande, là vous êtes 5 personnes, ça demande quand même d'avoir plusieurs spécialités. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, à la base, nous, ce qu'on voulait proposer, en fait, on voulait faciliter la communication générale pour nos clients. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'ils avaient quelqu'un qui s'occupait de leur site internet, quelqu'un qui s'occupait un petit peu d'avoir un logo. On devait aller chercher le logo chez l'imprimeur et l'imprimeur l'avait plus. Enfin bon, on s'est rendu compte que la communication était hyper compliquée, surtout pour les PME avec qui on traitait au départ. Et donc, on s'est dit, mais ce qu'on va faire, avant d'être les plus créatifs, les plus communicants, on va déjà leur donner un coup de main et devenir un petit peu leur responsable marketing externe. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à toucher à tout. On a commencé à faire du site web, on a commencé à faire du community management. Ensuite, on a pu recruter effectivement des spécialistes qui nous ont aidés. Après, on est les premiers à pouvoir travailler avec soit d'autres agences, soit avec des freelances quand on considère qu'ils ont des meilleures tactiques que nous. Par contre, on est hyper transparent avec le client. C'est qu'on va jamais faire passer qu'un freelance travaille chez nous alors que c'est pas vrai. En général, on amène directement soit le freelance, soit quelqu'un d'une autre agence, soit un autre contact qui va vraiment réaliser ça, va rencontrer le client. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a ouvert l'agence en full service. Et puis, en réalité, on est des touches à tout. Typiquement, là, on est en train de sortir des nouveaux services dû à la situation actuelle, des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées au lancement de la boîte.
Par contre, maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables et nos clients sont toujours demandeurs de nouvelles idées, de nouveaux supports. Donc, on s'adapte et on essaie toujours d'avoir un coup d'avance sur leurs demandes. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment full service. Et un jour arriva la crise. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, extrêmement. Parce que hier, on avait Fred Karlström qui nous parlait qu'il avait vécu 3 crises. Pour ton équipe, c'est la première crise. Alors, comment on vit ça lorsque, depuis 5 ans, on n'a fait qu'avancer, progresser, et puis tout d'un coup, un jour, on vous dit, il faut fermer l'entreprise? Alors, je pense être passée vraiment à titre personnel par toutes les phases. Donc, ouais, c'est clairement ma première crise. Hein. Donc, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je fête mes 30 ans cette année. J'étais très contente d'entrer dans 2020, ce que je regrette un petit peu maintenant. J'étais bien à 29 aussi. Donc, c'est vraiment la première crise. Je crois que la toute première chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est l'annulation du salon de l'auto. Ça a vraiment été pour notre équipe parce que je viens du monde automobile. Je travaille beaucoup avec le monde automobile. Et là, on s'est dit... S'ils annulent le salon de l'auto, c'est qu'il va vraiment y avoir un problème. Ensuite, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie et la restauration et on a senti que ça freinait très très fort. Les projets ont commencé à être repoussés, il n'y avait encore rien qui était vraiment défini. Mais donc là, on a eu un petit peu la puce à l'oreille. On devait embaucher une personne, on était en plein recrutement, tout était prêt pour le 1er mars. Et après longue discussion avec elle, on a essayé un petit peu d'analyser le marché, de regarder ce qui se passait. On a repoussé l'embauche. Donc, je pense qu'elle me regarde en ce moment. Donc, ne t'inquiète pas. Dès que tout va bien, on continue à travailler ensemble. Mais ça a été une décision, mais infâme à prendre, en fait. Après, on s'est dit aussi que ça allait être peut-être les grosses industries qui allaient être touchées. Nous, ça allait aller. On savait plus trop comment faire et puis après on a décidé en fait qu'on allait mettre déjà tout le monde en home office parce que les risques sanitaires étaient trop importants et qu'on allait continuer à travailler en home office. Et je dois avouer que je dirais une semaine après le début du home office, donc au début c'est très sympa, tout le monde est à la maison, on se dit que c'est génial, on fait des visios tout le temps. Et il y a vraiment un matin où je suis arrivée à l'agence et quand vous vous retrouvez dans un grand bureau en open space vide, j'ai vraiment eu le coup de bâton en me disant mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, voilà, comme tu disais, Victoria, ça fait 5 ans que tous les jours, on avance un peu plus, on a changé 3 fois de bureau, on a agrandi l'équipe. Il y a toujours du positif, il y a toujours des choses qui disent, là, on va remonter. Et là, vous vous dites, toute mon équipe est à la maison, les clients, ils savent pas quoi faire autant que nous. Ça a été assez compliqué. Mentalement, ça a été assez compliqué. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'être 2. Et puis, je me suis associée à quelqu'un d'extrêmement optimiste. Donc, il a pu m'aider aussi à remonter un peu la pente. Et puis après, petit à petit, je pense qu'une fois que la claque est passée, on s'est tout de suite mis à réagir. On a proposé notre aide à des gens de la région qui n'étaient pas forcément nos clients. On a mis à disposition nos connaissances en disant voilà, pour passer la crise, si vous avez besoin de mettre des messages sur vos sites internet, des pop-up, comment vous devez communiquer sur vos réseaux sociaux. On s'est vraiment mis à disposition. On a communiqué sur nos réseaux sociaux en disant voilà, venez vers nous, on peut discuter de tout ça. Et puis on s'est senti au moins un minimum utile en se disant on va tous faire front ensemble. Et puis on a pu aussi aider dans le domaine de l'éducation qui a fermé vraiment extrêmement rapidement. On gère des réseaux sociaux d'école. Donc là, on a quasiment été plus des supports psychologiques en disant ok, il n'y a pas de souci, on va continuer, ça va aller. On a mis à disposition toutes les connaissances techniques qu'on avait, comment ils pouvaient organiser des visioconférences. Enfin, on a essayé de faire à notre échelle le plus possible pour aider à passer le début de la crise. Ça a vraiment été ça. On avait même l'idée au début de dire tiens, est-ce qu'on pourrait faire une plateforme? Comment on peut les aider? Où est-ce qu'on peut mettre notre créativité? Et puis au final, ça s'est vraiment traduit par du support sur nos clients actuels qu'on a tout de suite appelé pour savoir déjà si tout le monde allait bien. Il ne faut pas oublier que c'est pas qu'une crise économique, mais c'est une crise sanitaire aussi. Donc je crois que nos clients ont été relativement touchés par ce fait-là. Et puis, tous les moments d'échange qu'on avait avec nos clients, et maintenant, on a fait des visioconférences. On continue à les appeler juste pour boire le café en se voyant. On continue les apéros du vendredi soir avec nos clients, nos prestataires et tout ça. Enfin, on a essayé de garder une espèce de normalité qui est quand même pas normale, mais on a essayé de garder ces rites qui sont même humainement hyper importants. Parce que voilà, c'est la même chose. Notre leitmotiv, c'est
passer la porte. On a une énorme vitrine, passer la porte, venez boire le café. Bah là, vous pouvez pas, mais passez la porte du visio et puis on discutera de tout. Alors, tu as presque répondu à la question que j'allais te poser, histoire de plus faire connaissance, plus en connaissance avec Marie-J, sans forcément donner de nom. Quels sont les types de clients que tu as, puisque effectivement tu es une des rares agences installées au cœur même du monde horloger et tu n'as pas de clients horlogers. Je trouve ça très bien, à part ça en parenthèse, mais ça s'engage que moi. Quels sont les types de clients que tu as justement à ton portefeuille? Alors, je corrige, j'ai quand même un client horloger, mais qui a une création de marque. Attention, qui a une création de marque, donc c'est vraiment de l'outsider à 100%. Mais donc, je commence aussi à connaître ces codes-là. Alors, par affection et puis par raison, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie et la restauration, qu'on adore soutenir, et puis on aime bien manger. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'on adore faire. On travaille avec de l'industrie, beaucoup dans le Jura bernois et puis dans le Jura, puisque clairement, c'est un vallon qui est hyper actif de ce côté-là. Et qui au final a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Donc on peut avoir une image un peu vieillotte entre guillemets en disant ils ne bougent jamais et on a des projets hyper intéressants avec eux. Après on va avoir vraiment tout type de clients. On a pas mal de clients qui commencent à venir qui sont uniquement dans le digital, donc des plateformes de e-commerce. On est en train de travailler sur des algorithmes, des choses comme ça. On a vraiment un portefeuille qui est très diversifié. Moi j'aime bien dire que je travaille pas avec des secteurs d'activité mais avec des gens. Donc c'est peut-être un petit peu stéréotype, mais typiquement, voilà, une responsable marketing qui a l'habitude de travailler avec nous dans une entreprise, et ben souvent elle nous emmène dans la prochaine entreprise dans laquelle elle va travailler. Donc je crois que je suis plus les gens que les entreprises en général. Excellent. Donc ça veut dire qu'on peut être valaisanne, on peut être installé au pied du Jura et faire du business, parce qu'il y a bien deux régions où si tu connais personne dans lesquelles c'est très difficile de faire du business, c'est le Valais et le Jura. Donc, toi, tu joues sur les deux tableaux. Chapeau. Voilà, exactement, c'est ça. Alors oui, c'est compliqué peut-être dans un premier temps de se faire intégrer. Et encore, je me demande si on n'est pas aussi sur un stéréotype un peu ancien. Ouais. Au final, je pense que si on arrive à délivrer un travail de qualité, qu'on le rend en temps et en heure, qu'on s'adapte aussi aux demandes de ses clients, peu importe la région, on peut se lancer sans aucun souci. Après, je dis pas que c'est facile, hein, mais je pense que c'est possible et il faut que, voilà, pour tous les nouveaux entrepreneurs qui voudraient se lancer, même si c'est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez maintenant, mais n'hésitez pas à continuer, faites votre trou à l'endroit que vous avez choisi, tout est possible. Qu'est-ce que tu penses que tu retiendras de ce que tu as vécu, cette crise et ces moments difficiles? Ça t'a fait grandir en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu retiendras de ça? Alors, ça m'a permis de prendre déjà beaucoup de distance parce que j'avais la fâcheuse tendance à être extrêmement stressée, extrêmement présente au bureau, à carrément plus faire la différence entre quand est-ce que je devais travailler ou pas le faire. Et ça m'a permis malgré tout de vraiment mettre un coup de frein et de voir les priorités. Et puis, le fait de se dire qu'en fait, tout peut arriver. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne à qui j'ai parlé qui m'a dit « Oui, mais ça, on aurait pu penser qu'un jour, ça puisse arriver. » En fait, non. On peut tout faire correctement. On peut se lancer au bon moment, au bon endroit, avec le bon business. Et quand il y a quelque chose qui arrive comme ça, on est tous dans le même bateau. Donc, je pense que j'étais déjà une grande fan du principe de résilience. Mais là, voilà, toutes les personnes qui ne connaîtraient pas la résilience est en train de l'apprendre actuellement. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Après, c'est vrai qu'au niveau administratif, on a malheureusement dû apprendre beaucoup de choses. Je n'avais jamais fait de demande de RHT. D'ailleurs, je ne connaissais même pas le terme de RHT, sans vous mentir. Je n'avais jamais imaginé devoir prendre un crédit pour ma société, puisqu'on s'est vraiment lancé sur fonds propres et encore quasiment avec 0 franc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était complètement en dehors de mon périmètre de possibilités. Donc là, on a dû le faire. On espère qu'on n'en aura pas besoin, entre guillemets. On l'a plus utilisé en cas de filet de sécurité. Et puis, c'est vrai que toutes ces démarches, ou bien de même devoir compter sur la confédération pour pouvoir continuer à tenir la boîte, ça faisait pas du tout partie de mon vocabulaire. Demander des aides à gauche, à droite. Je me suis toujours dit, si on fait un travail de qualité, et puis comme normalement on est aussi des bons vendeurs, et
continuons en fait. On va y arriver. Les gens vont réussir à passer outre. La jeunesse de notre entreprise vont nous faire confiance. Donc ouais, administrativement, humainement et même personnellement, je pense que je vais ressortir grandi de cette crise. J'en aurais quasiment pas eu besoin, hein, je vais pas dire le contraire. Mais bon, les crises, elles permettent aussi de se transformer, d'apprendre des choses beaucoup plus vite que si on avait dû les faire de manière plus, disons, plus organique. C'est toujours une rupture et ça t'oblige à te repositionner et peut-être à imaginer une nouvelle voie de service. Là, tu me disais qu'un de tes clients vous a donné un coup de pouce. C'est aussi très sympa de voir que eh bien, la relation client-agence, elle n'est pas toujours que négative, quoi. Et qu'on a un client là qui tient à ce que vous surviviez. Je trouve que c'est très belle. En plus de ce que tu nous racontes, qui me fait plaisir, parce que voilà, il faut s'accrocher et c'est important. En plus, on voit que là, il y a un client qui tient à ce que vous restiez en vie, quoi, comme agence. Et ça, c'est vraiment… Clairement, ça a été un monstre coup de boost de se dire, voilà, nos clients et plusieurs de nos clients nous ont vraiment soutenus aussi dans l'autre sens en disant, non, mais vous inquiétez pas, ça va reprendre. Mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ces relations agence-client qui semblent un peu toxiques. Alors, chez nous, c'est vraiment pas du tout le cas. Alors, peut-être que c'est parce qu'on montre notre vrai visage dès le départ. Mais ça redonne une confiance. Toute l'équipe est au courant. On est vraiment très transparent. Ça redonne une confiance dans notre métier, dans la relation avec nos clients, qui est juste extraordinaire, clairement. Mais le fait d'avoir reçu cette aide de la Confédération, certains le vivent comme disons difficilement parce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont endettés. Est-ce que pour toi cet endettement qui est réel, c'est une chance ou tu ne le vis pas comme quelque chose de négatif, mais bon, tu te dis, bon, finalement, on doit passer par là, tant pis. Alors, je dirais que j'ai l'impression, clairement, ils nous mettent un petit peu sous perfusion. C'est vraiment l'image qui revient. Après, on va essayer de faire le maximum possible pour ne pas en avoir besoin. Selon la durée de la crise, je suis pas sûre qu'on puisse le faire. Ma foi, s'il faut qu'on passe par cet endettement pour survivre en fait à cette crise, moi je vois les choses vraiment sur le long terme. J'ai une vision qui est vraiment sur le long terme, qui a 10, 15, 20 ans. On parlait même du jour où j'aurai des enfants. Ce serait avec grand plaisir que j'aimerais léguer ma régie, s'ils en veulent bien évidemment. Donc je dirais pas que je le vis mal. C'est clair que pas endetté, on vit beaucoup mieux. Là, je pense que c'est pour des bonnes raisons entre guillemets, et puis au moins ça nous permet d'avoir un petit peu de calme dans cette situation, d'avoir pu rassurer aussi nos salariés et de se dire keep going. Là, pour l'instant, ça baisse un peu, mais on continue ensemble, ça va arriver. Regardez, la Confédération nous aide. Donc voilà, si tout le monde s'y met, on va sauter le pas sans aucun souci, ça va aller. Bon, c'est à taux zéro, ça va, c'est pas bien méchant. Je plaisante. C'est avec beaucoup de cynisme que je parle de ce fameux taux zéro, puisqu'effectivement, faut le savoir, avec des taux négatifs au préalable, c'est déjà du business pour les banques. Mais ça, c'est un autre débat. On peut peut-être revenir sur les débuts de l'agence, la toute première motivation qui t'a donné envie de te retrouver à la tête d'une agence, parce que c'est bien beau d'être créative et puis de comme ça répondre à des clients, mais tu t'es retrouvé dans d'autres casquettes comme celle de chef d'entreprise. On dirait que tu es à l'aise avec ce rôle. D'ailleurs, on remercie de nouveau Thierry qui salue ici ton énergie. Est-ce que ces autres casquettes sont compliquées à assumer pendant les 5 premières années et puis maintenant avec la crise, ou est-ce que c'est pour toi comme une sorte de suite logique, c'est normal et puis voilà, t'es au bureau parce que c'est comme ça que ça marche? Alors c'est une grande question. En fait, je crois que je me suis pas rendu compte de ce que c'était que de monter une société. Sincèrement, je pense que ma naïveté, c'était mon cadeau de mes 25 ans. Donc ma naïveté a été extrêmement sympathique avec moi. Il est fou, celui de 35, je sais pas. Tous les 5 ans, il y a un joli cadeau. Hein. Voilà, exactement. Bon, là, pour les 30 ans, je ne sais pas ce qu'on va faire comme cadeau, mais je reste sur celui des 25. Non, sincèrement, donc la première année, je pense qu'effectivement, on était que 2 associés, donc au final, et puis c'est mon ancien chef avec qui j'ai monté la société. Donc réellement, dans les faits, j'avais pas l'impression que ce soit si différent de ce que je faisais. Après, j'ai passé des phases extrêmement difficiles quand on a dû recruter une équipe, et on a particulièrement pour avoir des spécialistes et des gens qui s'y connaissaient très bien, j'ai dû recruter des gens qui étaient plus âgés que moi.
Et là, je dois avouer que j'ai eu un espèce de syndrome de l'imposteur en me disant, mais qui suis-je pour donner des ordres ou simplement pour suivre un projet de personnes qui ont plus d'expérience que moi. Ça a été assez compliqué à gérer. Et puis au final, je me suis rendu compte que c'était moi toute seule qui faisais une fixette sur mon âge. Personne me le reprochait, personne me reprochait mon manque d'expérience, que ce soit les clients, que ce soit l'interne. En fait, vraiment personne. Donc je me suis je me suis creusé mon petit trou toute seule. Et puis au final, le fait de pouvoir travailler avec plein de gens différents. Je veux dire, j'ai des clients qui ont le plus jeune doit avoir 19 ans, il a monté sa boîte, et puis des gens qui montent des boîtes à la retraite. Je me suis dit, ok, en fait, tant que je fais correctement le métier, enfin la tâche pour laquelle on m'a choisi, tant que mon équipe est convaincue de ma motivation, tant que mon associé croit en moi, ma foi, tout doit bien rouler. Donc, enlève un petit peu ces peurs de l'administratif, ces peurs de l'image que tu peux renvoyer. Enlève tout ça et puis tu verras bien ce que ça donne. Et au final, je crois que ça va plutôt bien. Après, c'est dans tes critères discriminants, tu mets pas le fait d'être une fille. Et je trouve que c'est dingue parce que, alors là, on voit les différences entre les générations parce que je vois que là, tu arrives très sûre de toi. Et puis finalement, pour toi, ça va de soi qu'une femme soit directrice d'agence alors que tu n'en as pratiquement pas sur le marché. Tu en as 2 ou 3. Je me suis jamais posé la question quant au fait d'être une fille ou pas. C'est vraiment, ça a toujours, mon âge a été un problème, mais le fait d'être une femme ou pas, j'ai toujours travaillé dans des secteurs qui étaient extrêmement masculins. Typiquement, l'automobile, c'est malheureusement encore trop masculin, même s'il y a de plus en plus de femmes, mais qui sont malheureusement cantonnées sur certaines activités. Je me suis absolument jamais posé la question. De ce côté-là, je dois avouer que, mais de nouveau, c'est peut-être ma naïveté de mes 25 ans. Hein. Ça, c'est fortement possible. Après, c'est vrai que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, ma maman est indépendante dans le monde de la communication depuis 35 ans. Je pense que je l'ai tellement vu faire que ça me semblait logique. C'est possible, oui, c'est vrai. Je pense que voilà. Les modèles, c'est important. Complètement. Ouais. Et donc, voilà. Non, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, parmi les spécialités que tu as à l'agence, les 5, tu as ton associé, donc parmi les 5, les 3 autres profils, c'est quoi? C'est quel type de spécialité? C'est quoi? Il y a un développeur, il y a quoi? Alors, développeur, non, c'est mon associé qui s'en occupe vraiment à 100%. Ensuite, on a un directeur artistique. Et puis, maintenant, on a recruté un profil, je sais pas comment on appelle ça, hybride ou zèbre, qui sait un petit peu tout faire, qui fait énormément de motion design, qui va faire aussi beaucoup de vidéos, de montage. Et après, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est community management. Et puis, vraiment la gestion de projet. Pour ne rien vous cacher, en termes de créativité graphique, il ne faut pas me faire confiance. C'est pour ça que je me suis entourée de personnes extrêmement créatives. Ça, c'est pas mon truc du tout. Par contre, sur la gestion de projet, ouais, et les réseaux sociaux, ça m'éclate. Donc, on vient de comprendre, t'as des graphistes plus âgés que toi. Exactement, j'ai des graphistes plus âgés que moi. Donc, et puis on avait encore une personne, la personne qu'on souhaitait recruter, qui elle va aussi s'occuper de nous aider sur toute la stratégie, sur de l'événementiel aussi, parce que c'est un domaine de prédilection qu'on a de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment la team maintenant Marégie qui arrive à répondre à toutes les demandes de nos clients dans la joie et la bonne humeur quand on est tous ensemble. Parce que je dois. Marégie, pourquoi le nom de cette agence? Ça vient d'où? Je ne sais pas si j'ose le dire puisque normalement c'est un secret, mais maintenant nous l'avons expliqué sur notre page internet. Le M, c'est pour le nom de mon associé qui s'appelle Manu. Je m'appelle Anaïs, donc ça fait le A. Ah. Et en fait, le régie, c'est qu'à la base de la base, on voulait être une régie publicitaire puisque c'était le métier qu'on savait vraiment faire. Et allez, je vous livre encore le dernier petit secret. On est sur du scoop, accrochez-vous. Attention. C'est simplement qu'on aimait extrêmement, je vais vous laisser un petit peu mariner encore, mais on aimait beaucoup la blague de quel est ton traiteur, c'est le nôtre. Ok, mais quelle est ta régie? C'est ma régie. Voilà, c'est tout bête. Ok. Et on aimait un peu ce côté-là de, va voir ma régie. Oui, mais c'est laquelle? Ma régie. Tout simplement. Excellent. Que dire de plus? Voilà.
qu'on vous souhaite, c'est que Ouais, on pourrait plutôt pas leur souhaiter quelque chose, on pourrait leur demander ce qu'il faudrait qu'on vous souhaite, parce que je trouve que c'est un très joli parcours, hein, ces 5 ans. Tu fais preuve de beaucoup d'énergie. Moi, j'aime beaucoup ce franc-parler aussi. Voilà, c'est peut-être propre aux Valaisans, j'en sais rien. Là, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ou vous souhaiter pour l'agence pour les 5 prochaines années? Alors, qu'elle soit comme les 5 dernières, autant riche en projets, en clients, en up, en down, tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce qui me rend un peu vivante. Après, ce qu'on pourrait surtout nous souhaiter, c'est simplement que la communication soit pas reléguée à quelque chose d'un petit peu cosmétique. C'est ce qui me fait le plus peur actuellement. Et si je pouvais le crier à tous les clients, tous les prospects, toutes les marques, n'arrêtez pas de communiquer maintenant. C'est vraiment pas le but. Oui, je sais que c'est entre guillemets le budget le plus facile à rayer de la liste, mais c'est vraiment pas le moment. Justement, rapprochez-vous de vos consommateurs, continuez à délivrer de la valeur, trouvez des idées un peu novatrices pour quand même avoir du contact. Ça, c'est vraiment ce que j'espère à court terme. Après, à moyen terme, si on reste comme on est et qu'on continue à pas trop se prendre la tête et avoir le sourire quand on vit en bureau, moi, je signe encore pour les 15 ans, voire les 20 ans à venir et pouvoir ensuite donner ma société à mes enfants. Très très beau témoignage. On te souhaite de faire que ces réalisations puissent voir le jour. Si vous êtes de la région, si vous êtes dans le Jura, si vous êtes proche de Bienne, si vous avez des soucis de communication, vous avez qu'à contacter ma régie. Voilà. Mais c'est qui ma régie? Ok, d'accord. Voilà. On vous rappelle que vous pouvez revoir ce live en replay et que vous pouvez le reconsulter sur le site de Cominmag et puis l'écouter en podcast. Merci beaucoup Anaïs Beau pour cet excellent échange, très très enrichissant et très rafraîchissant. On nous avait annoncé de la pluie, il fait super beau, je pense que tu n'y es pas pour rien du tout. Hein, voilà. Sans la fin du confinement, ça fait du bien. C'est ça arrive. Non, en tout cas, vraiment, merci à vous, merci de nous proposer ce type de format. Je pense que ça nous aide tous, autant créatifs qu'on soit, on est un peu tous enfermés alors qu'on a l'habitude d'être au milieu de personnes, d'échanger toujours des idées. Et je trouve que de lever un peu le voile sur toutes les agences de communication, c'est hyper intéressant. Donc merci à vous. Merci à toi d'avoir répondu présente pour cette invitation. Victoria, on va se dire, comme à l'accoutumée, à demain, 15h, c'est ça? Nous, on est prêts. On est prêts. Demain, c'est vendredi et c'est bientôt le week-end. C'est génial. Ça change rien. Allez, portez-vous bien. On se voit demain, 15h. Merci encore, Anaïs, pour cet excellent moment partagé ensemble. À très bientôt, c'est pas bon. Bonne journée à tous. Bye bye. Au revoir.